Bonjour, je suis ravi de vous retrouver après la première séance qui portait sur le parti politique. La séance du jour porte sur un thème assez ancien mais éminemment important de toute société, puisque le recours à la force est au centre de toutes les interactions sociales et que le but de la science politique est de comprendre et d'éviter l'usage de la force et de l'anarchie. Vous l'avez compris, notre réflexion portera sur la violence politique. La séance du jour, je l'espère, moins longue que la précédente. Je vais donc essayer de vous faire une vidéo qui sera beaucoup moins dense que celle de la première séance pour que vous puissiez la réécouter plus facilement. Donc, la séance du jour, je viens de le dire, porte sur la violence politique. Cette séance, je vais l'aborder en 3 temps. Premier temps, je vais m'attarder sur l'approche conceptuelle de la violence politique. Autrement dit, je vais m'attarder sur la définition et les enjeux de la violence politique. Ce sera le premier temps de mon analyse. Le deuxième temps de mon analyse, c'est une réflexion qui portera cette fois sur la persistance de la violence politique dans la société contemporaine, dans la société moderne. Donc, avec en appui quelques illustrations de la violence politique, on va essayer d'analyser les unes après les autres, le but n'étant pas ici de faire le tour de toutes les situations qui pourraient être considérées comme étant des situations de manifestation de la violence politique. Le troisième temps de mon analyse, ce sera une vision un peu plus prospective, une vision un peu plus projetée vers le futur. C'est de voir si on peut considérer que la société contemporaine, la société actuelle, est de plus en plus violente. Donc, c'est de voir la place de la violence dans la société actuelle. Est-ce que nos sociétés sont de nature plus violente que les sociétés passées? D'abord, le premier point de mon analyse, la violence politique, définition et enjeu. L'usage de la force ou la violence est une préoccupation ancienne dans tout système politique. Ce n'est donc pas avec les sociétés contemporaines qu'on découvre le recours à la force, puisque le recours à la force existait déjà dans des sociétés plus anciennes. Par exemple, des auteurs comme Machiavel, Thomas Hobbes ou Max Weber s'y étaient déjà intéressés. Quand je dis s'y étaient déjà intéressés, ils avaient déjà émis quelques réflexions sur la violence politique. C'est ce que nous dit le document préliminaire de la fiche. Donc le document en face, le premier document de la fiche, document préliminaire qui n'est pas énuméré. Donc ce document-là nous dit que la question de la violence politique est une question éminemment ancienne et que nos sociétés ne découvrent pas. Chez Machiavel, par exemple, Machiavel voit dans la violence politique une ressource politique. Il voit dans la violence politique une pratique courante de la politique. En d'autres termes, pour Machiavel, la violence est intrinsèquement liée à la politique. On ne peut donc pas dissocier la politique de la violence puisque ce sont en réalité les deux faces d'une même pièce. Pour Thomas Hobbes, philosophe britannique, pour Thomas Hobbes, le contrat social n'est que la réponse à ce défi permanent du chaos. Autrement dit, Thomas Hobbes voit dans le contrat social la réponse à la violence qui existe entre les individus à l'état de nature. Donc, il va du principe qu'à l'état de nature, c'est-à-dire société dans laquelle vivent les individus sans qu'il y ait des règles, donc dans cet état de nature-là, la violence politique est permanente et qu'en réalité, la place de l'État est de régir les comportements de violence politique. Pour Max Weber, enfin, la violence est même la principale caractéristique de la souveraineté, dès lors que l'État qui est le détenteur de cette souveraineté est censé avoir le monopole de la violence légitime. Donc, pour Max Weber, la violence permet même de définir l'État puisque ne sera considéré comme souverain que l'entité étatique, l'entité qui pourra se prévaloir dans un territoire précis du monopole de la violence légitime. Donc, pour Max Weber, la violence
permet de définir l'État. Elle permet de cerner les missions et la place de l'État par rapport à toute autre entité, par rapport à tout autre groupement. Donc, ce qui va caractériser l'État, selon Max Weber, c'est tout simplement le fait que, c'est le fait que l'État soit la seule entité qui aura le monopole légitime de la violence. Les autres entités auront le monopole, auront la possibilité de recourir à la violence, mais seule la violence de l'État sera légitime, puisque seule la violence de l'État ne sera prévue par les textes pour réguler le fonctionnement des institutions. Il faut donc entendre par là le fait que seul l'État peut exercer sur nous, sur sa population, un usage de la force légale en vue de maintenir l'ordre public. Donc, le recours à la force, lorsqu'il est opéré, lorsqu'il est fait par l'État, il a un but, c'est la garantie des intérêts généraux. C'est la garantie des intérêts de tous et le maintien de l'ordre public. Les individus, quant à eux, ne peuvent faire recours à la violence que dans le seul cas où l'État tolère cette violence. En d'autres termes, si les individus recourent à la violence, cette violence-là ne sera légale qu'à partir du moment où celle-ci est prévue par la loi. C'est par exemple le cas de la légitime défense. Donc, légitime défense qui est un moyen d'utiliser la violence, mais dans le cadre prévu par la loi, puisque la loi prévoit la possibilité pour l'individu de se défendre dans une situation où il est susceptible de faire l'objet des atteintes à son intégrité physique. Donc, légitime défense comme étant une procédure prévue par la loi, prévoyant la possibilité pour l'individu de recourir à la violence. Il faut donc voir dans l'État à la fois l'utilisateur et l'encadreur de la violence. C'est ce qui ressort du document 6 de la fiche. Donc l'État, c'est à la fois l'autorité qui va recourir à la violence et c'est aussi l'autorité qui va fixer les limites de la violence, qu'elle soit faite par les autorités étatiques ou bien qu'elle soit faite par les personnes physiques. Arrivons donc à la définition de la violence. Réfléchir sur la violence, c'est en réalité s'intéresser à la place de l'usage de la force dans les sociétés, dans les systèmes politiques démocratiques ou non. Donc, réfléchir sur la violence, c'est de voir la place que cette violence-là occupe dans le fonctionnement des sociétés contemporaines. La violence est traditionnellement définie par le politiste américain Harold Lee Nieberg. Harold Lee Nieberg. Nieberg, ça s'écrit N-I-E-B-U-R-G. Donc, Harold L. Nieberg, N-I-E-B-U-R-G. Donc, ce politiste a défini la violence comme étant les actes de désorganisation, les actes de désorganisation, destruction, les actes de désorganisation, de destruction, de blessure dans l'objet, les actes de désorganisation, de destruction, de blessure dans l'objet, le choix des cibles ou des victimes dont l'objet, le choix des cibles ou des victimes, les circonstances, l'exécution, et où les effets acquièrent une signification politique et où les effets acquièrent une signification politique, c'est-à-dire tendent à modifier le comportement d'autrui, c'est-à-dire tendent à modifier le comportement d'autrui dans une situation de marchandage qui a des conséquences sur le système social. Dans une situation de marchandage qui a des conséquences sur le système social.
dans une situation de marchandage qui a des conséquences sur le système social. Je reprends la définition depuis le début. Il faut entendre par violence les actes de désorganisation, destruction, blessure, dont l'objet, le choix des cibles, ou des victimes, les circonstances, l'exécution et ou les effets acquièrent une signification politique, c'est-à-dire tendent à modifier le comportement d'autrui dans une situation de marchandage qui a des conséquences sur le système social. Voilà la définition qui est traditionnellement donnée de la violence. C'est la définition la plus connue de la violence. Il va sans dire que la définition que je viens de vous donner n'est pas claire si je ne l'explique pas un minimum. Donc, quelques éléments d'explication de cette définition. Donc, 2 éléments à retenir dans cette définition. Premier élément, c'est le critère matériel. Le critère matériel, c'est-à-dire tout type d'acte indépendamment de son auteur. Donc, dans la définition que je viens de vous donner, on retrouve ce critère-là. C'est le critère matériel qu'on peut définir de la manière suivante, tout type d'acte indépendamment de son auteur. On retrouve par exemple dans la définition de l'auteur des éléments comme les actes de désorganisation, de destruction, de blessure, etc. Donc le critère matériel renvoie à un certain nombre d'actes qui peuvent être identifiés comme étant des comportements violents. Ces comportements violents-là, c'est la désorganisation, c'est la destruction, c'est la déstructuration, etc., etc. Donc, le critère matériel, c'est l'acte considéré comme violent. Premier critère de définition. Deuxième critère de définition, c'est le critère politique. Le critère politique, quant à lui, va renvoyer à la signification qu'on donne à l'acte. Donc, au-delà de l'acte, quel est le sens qu'il faut donner à cet acte-là? Donc, le critère politique, c'est le fait qu'on donne à un acte une signification qui en réalité sera subjective, c'est-à-dire elle va dépendre d'un individu à un autre. Cette signification-là, c'est cette signification-là qui va donner une dimension politique à l'acte considéré comme étant violent. Donc, le critère politique va renvoyer ici à la signification donnée à l'acte. Il va renvoyer ici à l'objet de l'acte. Sur quoi porte l'acte? Il va renvoyer ici à la cible de l'acte. Quelles sont les personnes qui sont visées par l'acte? Est-ce qu'il s'agit de personnes, est-ce qu'il s'agit d'entités politiques ou non? Donc, en réalité, dans le critère politique, ce qui nous intéresse, ce sont les destinataires des actes. Les destinataires des actes qui sont des politiques. Voilà globalement ce qu'on peut voir dans le sens qu'on peut donner à la définition donnée par l'auteur. On peut aussi voir, on peut rajouter un autre élément, c'est l'idée que derrière la définition de la violence, il y ait cette idée-là de déstructuration, il y ait cette idée-là d'opposition à un système qui est préétabli. Donc la violence en réalité n'est qu'une réponse à un système qui est établi, une réponse mais qui est sanctionnée, qui est une réponse qui correspond à une violation des règles existantes. C'est ça l'idée qu'il y a derrière la violence. Certains chercheurs comme Yves Michaud, Michaud ça s'écrit M-I-C-H-A-U-D, M-I-C-H-A-U-D, certains chercheurs comme Yves Michaud ont considéré que la violence ne peut pas faire et ne doit même pas faire l'objet d'une définition unanime. C'est pour ça que vous verrez dans la plupart des ouvrages de sciences politiques ou même dans la plupart des ouvrages de sciences sociales, la violence ne sera jamais définie de la même manière et même certains auteurs contournent l'écueil en ne définissant même pas le terme violence qu'ils analysent pourtant. Au sens large, on peut définir la violence comme étant, je cite, la violence peut être définie, je cite, Philippe Brault, Brault ça s'écrit B-R-A-U-D. Donc Philippe Brault a défini la violence comme étant toute forme de contrôle social, qui barre une aspiration, toute forme de contrôle social
qui barre une aspiration, virgule, impose des opinions. Donc, impose des opinions, impose pour forme de contrôle social, impose des opinions ou des comportements, virgule, impose des opinions ou des comportements, virgule, perturbe une trajectoire sociale, perturbe une trajectoire sociale ou un cadre de vie, perturbe une trajectoire sociale ou un cadre de vie, qu'elle soit ressentie, qu'elle pour toute forme, qu'elle soit ressentie douloureusement ou non par le sujet, qu'elle soit ressentie douloureusement ou non par le sujet. Qu'elle soit ressentie douloureusement ou non par le sujet. Je reprends la définition. Toute forme de contrôle social qui barre une aspiration, virgule, impose des opinions ou des comportements, virgule, perturbe une trajectoire sociale ou un cadre de vie, qu'elle soit ressentie douloureusement ou non par le sujet. Point. Donc, il faut voir dans la définition qui est donnée par Philippe Brault, il faut voir la violence comme étant un comportement qui a pour but de déstabiliser. Il faut voir la violence comme étant un comportement social qui a pour but de déstructurer l'ordre préexistant. Il faut voir dans la violence un comportement qui vise à perturber l'ordre préexistant. Que cette violence-là, que ce comportement-là, se traduit en que ce comportement-là est entraîne de conséquences qui peuvent être douloureuses ou non. Donc, il ne faut pas voir dans la violence, ce n'est pas la conséquence qui permet de définir la violence. La violence est définie en amont, autrement dit, la violence est définie en fonction de l'acte qui est mené et non pas en aval en regardant la conséquence de l'acte. Ce n'est pas la conséquence qui entraîne la violence. La violence elle peut être vécue de manière différente d'un sujet à un autre. Ce n'est donc pas le fait que l'acte qui est mené par un individu entraîne des conséquences graves. Ce n'est pas ce fait-là qui va entraîner la violence. Ce qui va entraîner la violence, c'est le fait que cet acte-là s'écarte des aspirations traditionnelles. C'est le fait que cet acte-là s'écarte du consensus sociétal traditionnel. C'est le fait que cet acte-là s'écarte du comportement qui est en réalité attendu par un individu et le fait que cet acte-là soit pris en violation des règles qui existent déjà. La violence peut donc, par conséquent, être symbolique, selon le propos de Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est un des grands sociologues français, Bourdieu, comme ça se prononce, Bourdieu, B-O-U-R-D-I-E-U. Donc Pierre Bourdieu a parlé de violence symbolique, c'est-à-dire une violence qu'on peut considérer comme étant insignifiante dans ses conséquences. Ça peut être le cas, par exemple, d'une humiliation. Ça peut être le cas, par exemple, des débats parlementaires toujours ininterrompus avec des propos qui peuvent être, par exemple, sexistes ou je ne sais pas, ou bref, condamnés par la loi. Ça peut être des propos sexistes, antisémites ou racistes. Violence symbolique. La violence peut être aussi structurelle, pour reprendre l'expression de Johan Gatlung. Gatlung, ça s'écrit, c'est un politologue norvégien. Gatlung, ça s'écrit Johan, J-O-A-N, et Gatlung, ça s'écrit G-A-T-L-U-N-G, Johan Gatlung, donc G-A-T-L-U-N-G, qui parle de violence structurelle. Autrement dit, c'est une violence qui est systémique, c'est une violence qui est intégrée dans le système lui-même. Ce n'est même pas tant une violence plus insidieuse, moins apparente, parce qu'elle est systémique. C'est le système lui-même qui est comme ça, qui met en place de modes légitimes de violence. Donc, pour Gatlung, la violence, c'est la pression. La violence, c'est la pression sur les individus
qui produit une différence négative entre leurs possibilités d'accomplissement et leur réalisation réelle. Je reprends. La violence, en l'occurrence ici structurelle, c'est la pression sur les individus qui produit, donc la pression qui produit une différence négative entre leurs possibilités d'accomplissement et leur réalisation réelle. Je reprends une dernière fois. La pression sur les individus qui produit une différence négative entre leurs possibilités d'accomplissement et leur réalisation réelle. Il faut donc voir dans la violence une perception, il faut donc voir ici une perception contradictoire de la violence, puisque tout dépendra du ressenti de celui qui s'estime victime de la violence. Donc, ce qui est important ici, c'est que la violence ne sera pas perçue de la même manière d'un individu à un autre, d'un État à un autre. Il y a des violences qui sont beaucoup plus structurelles et donc qui sont moins visibles, qui seront en réalité peut-être un peu plus acceptées puisqu'elles sont plus insidieuses. Donc, la perception de la violence, le ressenti qu'on aura de la violence va être contradictoire d'un individu à un autre. C'est en cela que la violence sera un concept politique. Concept politique du fait de la contradiction qui est inhérente même à la violence. Puisque la violence est perçue de manière différente d'un individu à un autre, or le but de la politique, c'est de surmonter les contradictions entre les individus, c'est de décrire ces contradictions-là et de proposer d'une certaine manière la réponse à ces contradictions-là. Donc, violence et politique sont donc deux éléments qui vont de pair. Deux intérêts donc à réfléchir sur la violence dans les systèmes politiques européens et dans les systèmes politiques de manière générale. Premier intérêt, c'est que cela invite à réfléchir sur la place occupée par l'emploi ou la menace de la force dans les états de droit. Quelle est la place donnée par les états de droit au processus de recours à la force? Quelle est la place donnée par l'utilisation de la force pour réguler le fonctionnement des institutions? En réalité, plus l'utilisation de la force sera automatique, moins l'utilisation de la force sera encadrée et plus on sera dans une situation où on va s'éloigner de l'état de droit, puisque ce qui caractérise l'état de droit, c'est le fait qu'il règne dans l'état le droit. Or, le but du droit aussi, c'est de réguler les actes, les comportements de violence. Donc, premier intérêt, je reprends, c'est une invitation ici à réfléchir sur la place occupée par l'emploi ou la menace de la force dans les états de droit. Voilà le premier intérêt de toute réflexion sur la violence politique. Deuxième intérêt, c'est de voir l'impact de cet usage de la force dans la société. Quelle est la conséquence du recours à la force dans la société? Autrement dit, l'emploi de la force ou la menace d'y recourir pose en deux termes particulièrement cruciaux le problème de la maîtrise des comportements d'agressivité ou des peurs. Donc, chaque fois qu'on va recourir à la force, en réalité, on va créer ici des comportements de peur, on va créer ici des comportements d'agressivité. Quelle est la place que l'état de droit, quelle est la place que nos sociétés contemporaines accordent à cette violence-là? Voilà tout l'enjeu ici, voilà tout l'intérêt de s'intéresser à la question de la violence en politique. On peut donc retenir comme critère fondamental de la violence l'usage délibéré de la force pour blesser ou détruire physiquement. Je reprends, on pourra retenir comme critère fondamental de la violence l'usage délibéré de la force pour blesser ou détruire physiquement. Seul ce critère, en fait, fait consensus. Donc, dans les ouvrages qu'on prendra, s'il y a un critère qui est mis en avant dans la définition de la violence, c'est toujours le critère de l'usage délibéré, c'est le critère du recours délibéré à l'usage de la force. La violence n'est donc pas seulement dirigée
vers l'État, puisque la violence peut porter aussi bien sur les personnes que sur les biens. La violence n'est donc pas seulement dirigée vers l'État, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce ne sont pas seulement les individus qui agissent violemment contre les autorités étatiques. Il y a aussi la violence peut aussi porter sur les biens des individus, sur les personnes, sur des personnes privées. Et cette violence-là peut émaner de l'État lui-même. Et c'est en ce sens-là que Max Weber dira que l'État aura le monopole de la violence légitime. En d'autres termes, l'État est réputé violent, mais à la différence des individus, la violence de l'État est réputée légitime puisqu'elle est prévue par la loi. Elle est encadrée, elle est prévue par la loi. Évidemment, cette violence-là peut être, elle peut être surpassée. Cette violence-là peut dépasser les bornes qui sont prévues par la loi et en cela, on considérera que le seuil de tolérance de la violence a été atteint, a été dépassé. La violence constitue donc, in fine, le langage, l'indice d'une rupture de consensus. Donc, le comportement violent sera en fait le fait qu'il sera révélateur du fait qu'il y ait une opposition entre celui qui subit la violence et celui qui opère la violence. Voilà l'idée ici. La rupture de consensus va se traduire en des termes comportementaux par le recours à la violence. La violence, c'est donc en fait l'indice d'une rupture de consensus. Or, comme vous le savez, la science politique a pour but d'asseoir le consensus entre les oppositions. Or, la violence ici va traduire, la violence va traduire les oppositions. Elle va traduire les oppositions et ces oppositions-là vont se manifester par le recours à la force. Voilà pour ce qui est de la définition de la violence. C'était le premier temps de mon analyse. Deuxième temps de mon analyse, c'est la persistance des phénomènes de violence. On va essayer ici d'analyser ce phénomène de violence dans quelques crises qui vous ont été expliquées, développées dans la fiche du jour. Donc, quelques crises, le but n'est pas de toutes les expliquer, de toutes les faire les unes après les autres, non. Le but, c'est de prendre les éléments saillants de chaque crise, de certaines crises les plus significatives, et on va essayer d'en dégager quelques caractéristiques, quelques éléments qui reviennent traditionnellement. Donc, première crise ici qui m'intéresse, c'est la crise des banlieues de 2005, ou bien la crise qu'on a appelée la crise des émeutes urbaines. C'est la manière pudique, la manière polie de dire qu'il s'agissait d'une crise des banlieues. Donc, la crise des banlieues 2005, première crise qui m'intéresse ici. Rappel des faits. Vous trouvez les faits dans le document 2 de la fiche. Donc, rappel des faits, la mort de 2 jeunes de banlieue dans une usine de haute tension d'EDF, jeunes qui voulaient fuir la police. Donc, la mort de ces deux jeunes a entraîné en France, à l'automne 2005, de nombreuses émeutes urbaines pendant plus de 3 semaines. Donc, pendant plus de 3 semaines, de nombreuses émeutes ont eu lieu dans toute la France en réponse à la répression, en réponse à la mort de ces 2 jeunes qui sortaient, pour la petite histoire, qui sortaient d'un match de foot. Et donc, par conséquent, les jeunes sortaient d'un match de foot, voulant fuir la police qui était derrière eux, puisque la police avait l'impression qu'ils avaient un comportement suspect. Et donc, voulant fuir la police, ils se sont réfugiés dans une usine de haute tension d'EDF et, pas de chance pour eux, ils ont été électrocutés et s'en est donc suivi dans toute la France des émeutes qu'on a qualifiées des émeutes de banlieue. Donc, la violence policière, l'exacerbation, c'est-à-dire le développement des tensions entre les jeunes et les quartiers dits défavorisés. Donc, la violence policière, le développement, l'exacerbation des tensions entre les jeunes des quartiers dits défavorisés et la police, le cri d'alarme de ces quartiers au regard des politiques publiques, le cri d'alarme de ces quartiers défavorisés au regard des politiques publiques qui ont été menées depuis des années, ont entraîné un mouvement général de violence. Donc, la violence policière, le cri d'alarme de ces quartiers au regard des politiques qui sont menées dans les banlieues, tous ces éléments-là ont
entraîné un mouvement général de violence dans toute la France. Première question ici que je me pose, c'est de savoir quels sont les éléments qui permettent d'identifier et de décrire cette violence lors de la crise de 2005. Quels sont les éléments qui permettent de nous dire ici qu'il y a en réalité eu violence lors de la crise de 2005. Donc, je vais essayer de prendre quelques éléments tirés du document de l'affiche qui nous décrit la crise de 2005. Je peux par exemple citer le fait de brûler des voitures. Le document 2 d'affiche nous parle de plus de 10 000 voitures qui ont été brûlées, ce qui en fait ici est tout simplement la tradition de la violence, puisqu'il y a une rupture avec l'ordre établi. Rupture avec l'ordre établi qui se traduit par le recours à des comportements qui sont réprimandés. Donc, brûler les voitures. Donc, plus de 10 000 voitures. La violence se traduit aussi ici, dans cette crise-là, par des tensions entre les jeunes, la police et les pompiers. Donc, tensions développées entre les jeunes, la police et les pompiers, les jeunes qui incendiaient les véhicules de police et la police qui utilisait exagérément aussi la force. La violence se traduit aussi par des jets de grenades lacrymogènes tirés par la police qui ont ricoché et atterri dans une mosquée. Donc, l'un des points majeurs ici de cette crise, l'un des éléments qui a exacerbé, qui a développé la crise de 2005, c'était le fait que la police a jeté des grenades lacrymogènes dans une mosquée et donc, par conséquent, ce jet de grenades lacrymogènes a suscité un vif émoi dans la population musulmane qui s'est trouvée à travers cette maladresse, cette bavure, qui s'est trouvée systématisée. Autre élément qui caractérise la violence ici, c'est la dégradation ou la destruction des biens publics. Il va sans dire que qui dit émeute, qui dit voiture brûlée, dit évidemment aussi dégradation des biens publics. Ça peut être par des tags, ça peut être par le fait de casser les immeubles, les biens publics, ça peut être par le fait tout simplement de brûler les biens publics aussi. Autre élément qui traduit la violence politique ici, c'est le décès de plusieurs personnes après des agressions. Dans le document 2 de la fiche, nous parle de décès de plusieurs personnes après des agressions, après de nombreuses agressions. Autre élément aussi qui caractérise la violence, c'est l'interpellation de nombreuses personnes qui ont souvent été écrouées. Donc, de nombreuses interpellations ont été menées et donc, beaucoup de ces personnes-là ont été jugées et souvent très rapidement et donc jugées rapidement et beaucoup de ces personnes ont fini par être condamnées par la justice. Voilà pour ce qui est de la manifestation de cette violence dans la crise de 2005. Deuxième question que je me pose ici, c'est quelle est la nature de la réponse apportée par l'eau politique? Autrement dit, comment le gouvernement a-t-il agi pour réguler cette crise-là naissante? Donc, outre le recours à la force qui est la réponse la plus évidente, outre le recours à la force par la police, cela prouve une fois de plus, comme l'a dit Max Weber plus haut, que l'État a le monopole, l'État seul a le monopole de la violence légitime. Donc, outre le recours à la force, il y a eu surtout la déclaration de l'état d'urgence par les autorités politiques. Donc, le politique a agi, en plus du recours à la force par la politique, le politique a agi par la police, pardon, en plus du recours à la force par la police, le politique, c'est-à-dire les autorités politiques ou le gouvernement a agi en recourant à la procédure de l'état d'urgence. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Donc, l'état d'urgence, c'est une disposition qui est prévue par une loi de 1955. C'est une disposition qui est donc très ancienne, qui est prévue par une loi de 1955, qui a été instituée lors de la crise en Algérie. Lors de la crise en Algérie, dans le contexte de la guerre en Algérie. Et donc, pour répondre à la crise en Algérie, il a donc fallu passer par l'adoption d'une loi qu'on appelle la loi sur l'état d'urgence. Et cette loi est encore de nos jours en vigueur. Donc, loi de 1955, état d'urgence, qui met en place l'état d'urgence, à ne pas confondre avec l'article 16 de la Constitution qui parle des pleins pouvoirs, c'est-à-dire les pouvoirs exceptionnels qui sont conférés
au président de la République lorsqu'il y a atteinte à la continuité de la nation, c'est-à-dire lorsqu'on est dans des situations de guerre ou d'insurrection. Donc, premier élément important ici, éviter la confusion entre l'état d'urgence qui est prévu par la loi et le recours à l'article 16 de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. À l'inverse, l'état d'urgence ne donne pas de pouvoir important, ne donne pas plus de pouvoir au président de la République, mais donne plus de pouvoir à d'autres entités, à d'autres autorités administratives qui vont exercer un pouvoir, une autorité de police et donc un pouvoir de police. Je vais expliquer un peu tout à l'heure ce que ça veut dire. Donc, la loi de 1955, je viens de le dire, a été adoptée dans le cadre de la crise algérienne et cette loi considère que, je cite, l'état d'urgence peut être déclaré. Donc, d'après la loi de 1955, l'état d'urgence peut être déclaré soit en cas de péril imminent, l'état d'urgence peut être déclaré soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, l'état d'urgence peut être déclaré soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature ou leur gravité le caractère de calamité publique, soit en cas d'événements présentant par leur nature ou leur gravité le caractère de calamité publique. Je reprends donc la définition de l'article de la loi de 1955. L'état d'urgence peut être déclaré soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public. Dans l'ordre public, entendez par là la sécurité, la tranquillité, la santé publique. Donc, soit en cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant par leur nature ou leur gravité le caractère de calamité publique. Voilà l'idée la définition qu'on peut plus ou moins donner de l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une sorte d'état d'exception. C'est une sorte d'état d'exception qui permet aux autorités administratives, entendez par là le préfet, le ministre de l'Intérieur, les magistrats, donc c'est une sorte d'état d'exception, ça veut dire qu'on est dans une situation exceptionnelle. C'est une sorte d'état d'exception. Qui dit situation exceptionnelle dit mesure exceptionnelle. Donc l'état d'urgence n'a donc pas vocation à être une situation classique, à être une situation ordinaire. C'est une situation qui, par définition, est exceptionnelle puisque les mesures qui seront prises seront aussi exceptionnelles. L'état d'urgence va donc entraîner l'adoption de mesures qui auront pour but de restreindre les libertés publiques. C'est donc une réponse à la violence. Donc, l'état d'urgence va donc entraîner l'adoption de certaines mesures de restriction des libertés. Adoption de certaines mesures de restriction des libertés. Caractéristique du recours à l'état d'urgence. Première caractéristique, c'est que l'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres. L'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres, donc l'état d'urgence n'est pas prévu par la Constitution. L'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres, c'est-à-dire la réunion qui regroupe tous les ministres avec le président de la République, réunion qui est présidée par le président de la République. Donc, l'état d'urgence est décidé et décrété lors de cette réunion-là. Évidemment, lorsque le contexte s'y prêtera, par exemple, lorsqu'on sera dans une situation de calamité publique particulièrement grave. Donc, premier élément ici, l'état d'urgence est décrété en Conseil des ministres. Deuxième élément qui va caractériser l'état d'urgence, c'est qu'il va porter sur une zone précise. Le but de l'état d'urgence n'est pas de généraliser les mesures de restriction de liberté dans toute l'étendue du territoire. Donc, l'état d'urgence va porter sur une zone précise. Ça peut être des zones qui sont particulièrement dangereuses, des zones qui sont particulièrement propices à l'exercice des actes de violence. L'état d'urgence, troisième caractéristique, est limité dans le temps. La loi de 1955 nous dit que l'état d'urgence est limité dans le temps, 12 jours, durant lesquels on va recourir à l'état d'urgence. Évidemment, la procédure peut faire
les 12 jours peuvent faire l'objet de prorogation. C'était le cas en 2005, par exemple. En 2005, lorsque l'état d'urgence a été décrété après les attentats de Charlie Hebdo, cet état d'urgence-là a été prolongé pendant plus de 2 ans, au point où on s'est demandé s'il ne fallait pas directement intégrer l'état d'urgence dans la Constitution pour en faire, pour tout simplement, au lieu d'état d'urgence, on aurait pu tout simplement parler d'état classique, d'état normal, d'état ordinaire, si vous voulez. Donc, enlever le caractère urgence de l'état d'urgence pour intégrer la procédure de 1955 de l'état d'urgence dans la Constitution en faisant une procédure désormais classique. Le projet n'a pas abouti, même si, après les attentats de Charlie Hebdo, l'état d'urgence a été systématiquement prolongé jusqu'en 2017 et donc pendant plus de 2 ans. Dernière caractéristique ici de l'état d'urgence, c'est que l'état d'urgence va conférer aux autorités administratives d'importants pouvoirs et donc l'état d'urgence va restreindre les libertés publiques, c'est-à-dire vos libertés, mes libertés. Ce sera la contrepartie de la garantie de notre sécurité publique. Donc, restriction des libertés, notamment la liberté d'aller et venir. Restriction des libertés, notamment la liberté d'aller et venir. Pour la petite histoire, le président Emmanuel Macron a considéré que la situation de confinement dans laquelle nous sommes aujourd'hui du fait du coronavirus était révélatrice de l'état d'urgence. Et donc, par conséquent, restriction de liberté, la preuve c'est que on ne peut plus aller et venir à notre guise. On est obligé de se munir d'une attestation. Donc, voilà par exemple une manifestation de l'état d'urgence. Restriction des libertés, notamment la liberté d'aller et venir. Ça peut aussi être une restriction de la liberté du droit à une vie privée. C'est par exemple le cas en situation d'état d'urgence de la possibilité, l'état d'urgence surtout lorsqu'il s'agit d'un état d'urgence sécuritaire, par exemple après les attentats de Nice et après les attentats de Charlie Hebdo, l'état d'urgence sécuritaire a impliqué le fait que les perquisitions pouvaient être faites dans les logements des personnes qui sont suspectées d'être dangereuses pour la sécurité publique. Les perquisitions pouvaient être faites non plus comme le prévoit la loi, à des horaires bien déterminés, c'est-à-dire en excluant le fait que les perquisitions se fassent la nuit, puisque la loi dit que les perquisitions ne peuvent pas se faire la nuit, tout simplement pour respecter la vie privée, pour respecter aussi d'une certaine manière le sommeil des personnes qui font l'objet des perquisitions. Mais avec l'état d'urgence, notamment avec l'état d'urgence 2015, des restrictions aux libertés ont été adoptées de telle sorte que les perquisitions pouvaient désormais se faire la nuit. Les perquisitions pouvaient se faire désormais la nuit. Alors qu'en temps normal, ce type de perquisition est interdit par la loi. Voilà pour l'état d'urgence. Il faut remarquer que je suis toujours dans la crise de 2005. Il faut remarquer que dans cette crise de 2005, au moment où le politique a recouru, au moment où on a recouru à la loi de 1955, le terme état d'urgence n'a jamais été utilisé. Donc, alors même qu'on a recouru à la procédure qui est prévue par la loi de 1955, les autorités politiques n'ont pas utilisé le terme état d'urgence pour justifier le recours à la loi de 1955. Ils ont préféré parler plutôt de couvre-feu. Donc, ils ont justifié le recours à la loi de 1955 par le couvre-feu et non pas par l'état d'urgence. L'explication ici est plutôt simple. Elle vient du fait que les politiques voulaient éviter tout rapprochement de la crise des banlieues avec le contexte de la guerre d'Algérie, qui a donné lieu à l'intégration de l'état d'urgence dans le droit français. Donc, c'est parce qu'il y a eu le contexte de la guerre d'Algérie que la loi sur l'état d'urgence a été adoptée. Mais sauf que le gouvernement ne voulait pas faire le parallèle entre le contexte de la guerre d'Algérie et la crise des banlieues. Et c'est pour cela que le gouvernement a préféré utiliser l'expression couvre-feu, mais en réalité, les sanctions, les mesures qui étaient prises étaient
exactement les mêmes que dans le cadre de l'état d'urgence traditionnel. Donc, pour rappel, ici, l'état d'urgence a été utilisé en France 3 fois. Première fois en 1955, c'est lors des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Donc, première fois, 1955, émeutes en Nouvelle-Calédonie. Deuxième fois, 2005, c'est la crise qui nous intéresse ici, lors de la crise des banlieues. Donc, deuxième fois, crise des banlieues en 2005. Troisième fois, donc plus récemment, c'est en 2015, après les attentats de Charlie Hebdo et les attentats de Nice. On est rentré dans un système d'état d'urgence et donc dans un système d'état d'exception. Voilà pour ce qui est de la crise de 2005. Deuxième crise que je vais analyser ici, deuxième manifestation de la violence, en réalité c'est plus une manifestation de la violence qu'une crise, deuxième manifestation de la violence qui apparaît dans les documents de l'affiche, ce sont les tensions au sein de l'hémicycle. En d'autres termes, ce sont les tensions au sein de l'Assemblée nationale. Dans le document 5 de l'affiche, on vous décrit les tensions au sein de l'Assemblée nationale. Ce sont plutôt des tensions de nature verbale ou physique. Heureusement, pourrions-nous dire, heureusement que ces tensions-là, heureusement que cette violence-là ne se limite qu'à la dimension purement symbolique. Il s'agit, ici le contexte, il s'agit d'un débat à l'Assemblée nationale. Débat à l'Assemblée nationale sur la situation audiovisuelle, sur la situation de l'audiovisuel public. Et dans ce document, dans ce document, on va le dire simplement comme ça, dans ce document, la violence dont il est question ici elle sera certes moins dangereuse, elle sera certes moins dangereuse puisqu'elle est moins physique, mais cette violence-là sera ici tout de même visible puisqu'elle est exercée, elle a lieu au sein du Parlement, c'est-à-dire au sein de l'institution qui est censée représenter les citoyens. Donc, ce sera une violence qui sera aussi importante qu'il ne faudra pas négliger. Donc, cette violence-là va se traduire par des tensions qui peuvent exister dans le débat public. Cette violence va se traduire par les tensions dans le débat public et en même temps que cette violence va révéler les tensions qui existent dans le débat public. C'est une situation qui est révélatrice de la nature même de la politique qui, comme on l'a déjà vu lors de la première séance, est d'abord avant tout une arène dans laquelle s'affrontent des opinions divergentes. Donc, la violence au sein du Parlement va traduire la nature même de la politique, la nature même du débat public qui est l'arène de confrontation des opinions. Sauf que la confrontation dont il est question ici va entraîner une manifestation, elle va entraîner une manifestation de la violence. Violence et politique ici semblent donc aller de pair puisque la violence est même ce qui définit la politique. La violence et la politique semblent donc aller de pair puisque la violence est même un élément de définition de la politique. Donc, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire dans les tensions au sein de l'hémicycle en 2017, dans ce cas-là, la violence apparaît dans les échanges verbaux qui sont plutôt tendus entre, d'une part, la violence va apparaître dans les échanges verbaux qui sont tendus entre, d'une part, la députée Dumas qui posait une question à la ministre, dans la députée Dumas et les autres députés, puisque la députée Dumas elle sera huée, elle sera interrompue par de nombreux cris, par des sarcasmes, etc., etc. Donc, la violence va apparaître entre, d'une part, cette députée qui prendra la parole et les autres députés qui ne seront pas du même bord politique, que la députée qui prend la parole, c'est-à-dire la députée Dumas. Elle va aussi apparaître, d'autre part, entre Jean-Luc Mélenchon, député, et le président de l'Assemblée nationale, puisque le président de l'Assemblée nationale, dans un premier temps, va recadrer Jean-Luc Mélenchon, et en même temps, lorsque Jean-Luc Mélenchon va prendre la parole, il va aussi recadrer le président de l'Assemblée nationale, et il va le traiter de dictateur en disant que le président outrepasse ses pouvoirs. Donc, la violence politique ici au sein de l'Assemblée n'est pas non plus une violence qu'il faut négliger, quand bien même cette violence-là, heureusement encore, s'arrête
à la seule phase, elle s'arrête à la seule phase de la parole politique. Dans certains pays, cette violence-là peut se traduire au sein même du Parlement, au sein même de l'hémicycle, par le fait que les hommes politiques en arrivent au maire. On l'a vu par exemple en Turquie ou dans beaucoup d'États de l'Est. Donc ce n'est pas une situation tout à fait exceptionnelle. Heureusement, encore dans la démocratie française, on se limite encore à une violence verbale. Enfin, quand je dis heureusement, ça ne veut pas dire que je suis favorable à la violence. Je dis tout simplement que si violence il y a, il vaut mieux en réalité que cette violence-là ne soit pas physique. Il vaut mieux qu'elle ne soit pas physique. Il vaut mieux que cette violence-là ne porte pas atteinte à l'intégrité de la personne, tout simplement. Cette violence-là ne doit pas être trop grave, pour le dire comme ça. On constate donc que la violence peut être de plusieurs natures. La violence peut être de plusieurs natures. Elle peut être physique, c'est le cas des émeutes de 2005. Elle peut être physique, c'est le cas des affrontements qui nous sont décrits dans les documents 8 et 9, c'est-à-dire les affrontements au Chili après l'assassinat d'un jeune homme en 2018. Donc, violence physique ici. La violence peut aussi être physique, par exemple, des attentats perpétrés par un membre présumé de l'IRA. Document 10, la fiche IRA pour Armée républicaine irlandaise. Donc, attentat perpétré par un membre de l'IRA, Armée républicaine irlandaise, qui militait pour la réunification de l'Irlande. Comme vous le savez, l'Irlande est composée de l'Irlande du Nord et de l'Irlande du Sud, une partie qui est rattachée à la Grande-Bretagne et une partie qui n'est pas rattachée à la Grande-Bretagne. Donc, la partie protestante est rattachée à la Grande-Bretagne et la partie catholique n'est pas rattachée à la Grande-Bretagne. Donc, ce militant prônait plutôt une réunification ou bien une unification de l'Irlande. Et cette revendication-là conduit à l'utilisation de la violence et donc à perpétrer des attentats. La violence peut être physique aussi, c'est par exemple le cas des violences perpétrées par les groupes qu'on appelle les Black Blocs en France, les groupes qu'on appelle les Black Blocs, Black comme ça se prononce, B-L-A-C, B-L-A-C-K, espace, bloc, B-L-O-C, autrement dit, c'est-à-dire des groupes noirs, des blocs noirs. Donc, c'est une violence physique aussi. Les Black Blocs, ce sont des groupuscules qui agissent plutôt lors des manifestations du 1er mai. Je vais essayer de vous présenter très rapidement ces groupuscules-là. Donc, les Black Blocs, ce sont des groupuscules anarchistes d'extrême gauche qui sont nés en Allemagne en 1980. Donc, groupuscules anarchistes d'extrême gauche qui sont nés en Allemagne en 1980. Et ils sont plutôt favorables à l'utilisation de la violence politique et symbolique contre les lieux et les représentants du capitalisme. En d'autres termes, les Black Blocs s'opposent à tout pouvoir fondé sur le capitalisme. Ils s'opposent à l'ordre qui existe. Et en cela, on dit qu'ils sont révolutionnaires. Ils vont donc agir contre tous les éléments, les éléments de représentation du capitalisme, par exemple, les lieux publics, ça peut être les lieux publics, ça peut être les banques, ça peut être des McDonald's, etc., etc. Donc, tous les éléments qui vont traduire le capitalisme, en réalité, seront la cible de ces groupes-là qu'on appelle les Black Blocs. Ce sont donc des groupes qui s'en prennent au pouvoir public avec pour but de montrer que l'État est violent. But de montrer que l'État est violent, ils manifestent donc casqués, cagoulés et opèrent souvent lors des affrontements et opèrent souvent par affrontement aux forces de l'ordre. Donc ce sont des groupuscules qui n'hésitent pas à s'opposer aux forces de l'ordre lors de leurs manifestations. Ces mouvements ont par exemple opéré lors de ce qu'on a appelé avec les zadistes, ces groupements ont agi à côté avec les zadistes. Les zadistes, ça s'écrit Z-A-D-I-S-T-E-S. Les zadistes, ce sont des manifestants, ce sont des groupuscules, ce sont des manifestants tout simplement qui se sont constitués en groupe contre la construction de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes à Notre-Dame-des-Landes à Nantes
aéroport qui avait été soutenu par le Premier ministre à l'époque, Jean-Marc Ayrault. Donc, les zadistes ont bénéficié du soutien de ces anarchistes-là qu'on appelle les Black Blocs. Les Black Blocs sont donc par conséquent des groupes qui détestent les forces de l'ordre et donc l'État. Ils sont donc anarchistes parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de l'État, ils ne reconnaissent pas l'autorité qui est donnée aux forces de l'ordre et donc ils s'opposent violemment à toute autorité publique. Ils agissent donc de manière violente contre l'État. Ils sont donc par conséquent favorables à une transformation violente de la société actuelle au moyen de mouvements révolutionnaires. Autrement dit, sous couvert de la révolution, les Black Blocs soutiennent le recours à la violence. La violence peut être aussi physique, je suis toujours dans cette logique-là, elle peut être aussi physique. C'est le cas dans une moindre mesure de la crise des Gilets jaunes, notamment le document 7, crise des Gilets jaunes, violence physique exercée par les policiers en utilisant des armes qui sont particulièrement dangereuses. Donc, violence physique, là aussi. La violence peut aussi être verbale. Après la violence physique, il y a aussi la violence qui peut être verbale. La violence verbale, c'est la tension, par exemple, au sein de l'Assemblée nationale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le document 5. Elle peut aussi être verbale, mais de manière un peu plus insidieuse. Par exemple, le document 12 de la fiche nous décrit, par exemple, les Hutus, c'est-à-dire les populations du Rwanda et une ethnie au Rwanda et au Burundi. Le document 12 nous fait état d'une description des Hutus comme étant des populations qui sont plutôt de petite taille avec un gros nez. Et en même temps, le même document fait état des Tutsis comme étant plutôt des populations qui sont représentées comme étant de grande taille, des populations qui sont plutôt fines et avec un nez fin. Donc, ce type de violence-là est particulièrement à prendre avec beaucoup de sérieux, tout simplement parce que c'est le type de violence qui a engendré le génocide au Rwanda. Donc, il ne faut jamais négliger la violence, même si on pourrait la considérer comme étant symbolique. La violence peut aussi être normative. Elle peut être normative. C'est le cas de la déclaration de l'état d'urgence et la limitation des libertés que cela implique. Donc, limiter les libertés, déclarer l'état d'urgence, en réalité, il s'agit d'une sorte de violence normative, puisque les conséquences qui sont tirées du point de vue juridique, du point de vue normatif, ce sont des conséquences qui auront pour but d'exercer une sorte d'oppression et de violence sur les individus. Par exemple, la possibilité a été développée, a été émise de créer un nouveau délit. Donc, lors des manifestations des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a par exemple suggéré que soit créé un nouveau délit, c'est-à-dire celui de complicité de manifestations violentes. En réalité, ici, en voulant répondre à la violence, le ministre de l'Intérieur a agi de manière violente puisqu'il a créé il a voulu créer une nouvelle infraction et donc a voulu systématiser une certaine frange de la population qui exerçait des manifestations, qui agissait dans les manifestations publiques. Document 7. La violence peut aussi être normative. Elle peut aussi être normative tout simplement à partir du moment où le fait d'être gilet jaune, lorsqu'on est devant le tribunal, le fait d'être gilet jaune devient une circonstance aggravante devant le juge. Il y a donc ici une violence certes symbolique, enfin quoique symbolique, non, une violence judiciaire, puisque l'appartenance à un groupuscule devient une circonstance aggravante devant le juge. C'est une proposition qui a été faite par le ministre de la Justice, de Madame Nicole Belloubet. Pour le politique, Paul Wilkinson, ça s'écrit W-I-L-K-I-N-S-O-N. Pour le politique Paul Wilkinson, c'est un politiste anglais,
Paul Wilkinson, pardon, a établi une classification de la violence politique entre la petite échelle et la grande échelle. Donc, il a opéré une classification de la violence politique en regardant, d'une part, les éléments qui font partie de la petite échelle et d'autre part, la violence qu'on peut considérer comme faisant partie de la grande échelle. Donc, déjà, d'abord, dans la petite échelle, la petite échelle va renvoyer, par exemple, aux actes isolés de sabotage, donc tout ce qui est acte isolé de sabotage ou attaque de la propriété. Ça, c'est la petite échelle. La petite échelle, ça va aussi être la tentative isolée d'assassinat. Par exemple, en 1962, le général de Gaulle a fait l'objet d'une tentative d'assassinat au Petit Clamart. Donc, ça, ce sera des éléments qui vont rentrer dans la violence à petite échelle. Donc, tentative d'assassinat isolé, violence à petite échelle pour cet auteur, pour Wilkinson, ça va aussi être la guerre des gangs ou des vendettas, donc guerre des gangs ou vendetta, donc violence à petite échelle. Ça va aussi être le terrorisme politique, par exemple, dans un des documents d'affiche, on vous a mis une photo, donc je crois que c'est la photo qui apparaît à la page 10, on vous a mis une photo à la page 10, et cette photo nous montre le Front de libération nationale de la Corse, autrement dit, c'est un groupe qui milite pour l'indépendance de la Corse, un groupe qui a été considéré comme étant un groupe terroriste. Donc ici, cette photo, donc Front de libération nationale de la Corse qui prend l'indépendance de la Corse. Ça peut être une violence qu'on peut appeler, que l'auteur Wilkinson considère comme étant une violence à petite échelle. Donc ça peut être le fait du fond, ça peut être le terrorisme politique, par exemple, Front de libération nationale de la Corse. Ça peut être le cas de l'Irak que j'ai cité tout à l'heure, le cas de l'Irlandais qui a opéré des attentats terroristes avec une volonté de revendication. Ça peut être aussi le cas des attentats opérés par le groupe terroriste ETA en Espagne, c'est-à-dire le groupe terroriste ETA qui prône l'indépendance de la partie du nord de l'Espagne, c'est-à-dire la partie basque. La violence à petite échelle, ça peut être, selon cet auteur toujours, ça peut être aussi des guérillas locales ou à petite échelle. Ça peut être aussi le terrorisme transnational ou international, c'est le cas par exemple des attentats terroristes en France, à Charlie Hebdo, c'est le cas par exemple des attentats aux États-Unis, en Espagne, ou bien en Afrique, Boko Haram, etc., etc. La violence à petite échelle, selon cet auteur, c'est aussi les raids, ça s'écrit R-A-I-D-S, dans les raids ou bien les types de guérillas sur les États étrangers. Par exemple, le fait, les interventions françaises au Mali, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, ou bien les interventions de l'OTAN. OTAN, ça s'écrit O-T-A-N, c'est une organisation militaire, l'intervention de l'OTAN en Libye. Voilà, par exemple, des éléments qui rentrent dans le cadre de la violence à petite échelle selon Wilkinson. À l'inverse, il y a la violence qu'on peut appeler comme étant la violence à grande échelle. C'est le cas des émeutes ou des violences urbaines. Donc, on a vu ici les émeutes de banlieue en 2005. Ça peut être ce genre de fait-là. Donc, ce sont les émeutes et violences urbaines. Ce sont donc des violences à grande échelle. Ça peut être la rébellion armée ou résistance. Donc, rébellion armée ou résistance. Ça peut être une révolution ou une contre-révolution. Ça peut être l'instauration d'un état de terreur ou de répression. Ça peut être une guerre civile, tout simplement. Par exemple, la guerre civile en Bosnie, la guerre civile au Rwanda. Ça peut être une guerre qui est limitée, donc plutôt une guerre qui est limitée dans le temps. Ça peut être aussi, de manière moins visible, une guerre nucléaire. Par exemple, la guerre nucléaire que se livre la Corée du Nord avec l'Occident. Voilà les caractéristiques, voilà les distinctions qu'on peut faire de la violence selon Paul Wilkinson. Ce qu'il faut retenir à ce stade de notre analyse, c'est que la violence est intrinsèquement liée à la vie politique, comme nous venons de le voir. Mieux même, la violence porte elle-même sur tous les aspects de la vie politique. Donc, tous les aspects de la vie politique sont susceptibles de faire l'objet de violence.
La violence porte sur tous les aspects de la vie politique et s'exprime dans et en dehors des conflits armés. Donc, pas besoin qu'il y ait un conflit armé pour qu'il y ait une violence. On l'a vu avec le cas de la crise urbaine de 2005 en France. On l'a vu avec le cas des gilets jaunes, etc., etc. Donc, pas besoin qu'il y ait un conflit armé pour qu'il y ait violence politique. Donc, tant qu'il y a la politique, en réalité, tant qu'il y a la politique, il y a la violence, il y a de la violence, bien que celle-ci, je parle de la violence, bien que celle-ci se traduise de différentes manières. Donc, tant qu'il y a la politique, il y a de la violence, bien que la violence se traduise de différentes manières. Autrement dit, puisque la violence est partout dans la politique, puisque la violence est partout dans la politique et que la politique est partout dans la société, la question qui se pose ici, c'est de savoir si on peut pour autant déduire que la société, est-ce qu'on peut pour autant déduire que la société soit désormais devenue de plus en plus violente, puisque la politique est partout et la violence est partout dans la politique, est-ce qu'on peut désormais considérer que la société actuelle, la société contemporaine, est plus violente qu'elle ne l'était par le passé? En réalité, la réponse doit être mesurée et c'est cette explication-là qu'on va fournir, que je vais vous fournir dans la troisième partie. Dernier point sur lequel porte notre analyse, c'est la question de savoir si on est dans une société de plus en plus violente. Est-ce qu'on peut considérer de nos jours que la société contemporaine, c'est-à-dire la société du 21e siècle, est beaucoup plus violente que la société du siècle passé? Autrement dit, quels sont les éléments qui permettent d'identifier un accru de violence par rapport au siècle passé? Ou bien quels sont les éléments qui permettent d'identifier une pacification des rapports sociaux par rapport au siècle passé? Donc, à cette question, ce sont les deux derniers documents de la fiche qui nous fournissent plus des éléments de réflexion que des éléments de réponse définitive. Thérèse Delpech parle d'une violence de plus en plus accrue dans la société contemporaine, entendez par là dans la société du 21e siècle, violence qu'elle qualifie d'ensauvagement avec le recours de la avec le retour de la barbarie. Donc l'auteur considère que la sauvagerie, l'auteur parle de sauvage indifférence aux êtres humains comme la plus importante régression du 21e, comme la plus importante régression du 20e siècle. Autrement dit, pour l'auteur, le 20e siècle a régressé dans le fait qu'il y ait une indifférence vis-à-vis de la place qui doit être traditionnellement donnée à l'individu. Autrement dit, au 21e siècle, il y a un recul de la place de l'individu. C'est ce recul de la place de l'individu que l'auteur appelle violence. Recul de la place de l'individu qui se caractérise par le recours à la force, le recours à la violence. Donc, dans l'ouvrage de l'auteur, est plutôt une interrogation sur le monde qui est en préparation. Il faut voir l'ouvrage de l'auteur sur l'ensauvagement comme une interrogation sur le monde qui est en préparation, mais c'est aussi sur ce point, c'est aussi ce qui a conduit l'auteur à parler de dangereux rivages. L'auteur parle donc de dangereux rivages, puisque l'auteur non seulement regarde en arrière la sauvagerie du siècle passé, mais en même temps l'auteur essaie de comprendre cette sauvagerie pour expliquer le siècle à venir, pour expliquer le siècle qui est en train de commencer. Donc, dans l'extrait qui nous intéresse, dans l'extrait de l'ouvrage qui nous intéresse, l'auteur nous invite à ouvrir les yeux ou bien à braquer le télescope pour reprendre le titre du chapitre sur lequel on réfléchit. Il nous invite à ouvrir les yeux ou à braquer le télescope sur le retour de la sauvagerie qui devrait indigner. Donc l'auteur considère ici qu'il y a un retour de la sauvagerie et
malheureusement, ce retour de la sauvagerie-là semble même susciter une indifférence, semble même de moins en moins intéressé. Donc, retour de la sauvagerie qui devrait indigner, qui devrait scandaliser, mais pour lequel l'homme éprouve désormais une certaine accoutumance, une certaine habitude. Autrement dit, la sauvagerie, quand bien même elle entoure les hommes semblent de moins en moins intéressés, de moins en moins ouverts à écouter cette sauvagerie, à écouter cette violence-là. Donc l'auteur caractérise ici une société, décrit ici une société de plus en plus violente et des hommes de moins en moins intéressés par ce constat de violence. À cette indifférence de l'homme devant la violence, l'auteur essaye d'apporter quelques explications. La première explication qui est fournie par l'auteur, c'est qu'aucune communauté politique n'a tenté de relever, je cite l'auteur, n'a tenté de relever le formidable défi que représentait la sortie d'un siècle féroce. Donc, puisque ce siècle, je parle du 21e siècle en l'occurrence, puisqu'au cours du 20e siècle, on est allé beaucoup trop loin dans la destruction de l'humanité, mais on est allé beaucoup trop loin dans la destruction de l'humanité, mais il a été posé les bases de la destruction future. Donc, l'auteur considère ici que au 21e siècle, avec le recours exagéré à la barbarie, on est allé trop loin dans la destruction de l'humanité, mais que cette destruction de l'humanité, ces expériences tirées du 21e siècle doivent être de nature à nous donner les éléments de compréhension du siècle, à nous donner les éléments de compréhension du 21e siècle. Elle cite ainsi comme preuve de l'ensauvagement ou de la violence la guerre de 1914-18, pardon. L'auteur cite aussi les tranchées durant cette guerre, les tranchées, les déportations, les camps d'extermination, les massacres des populations civiles, la Deuxième Guerre mondiale ou encore la guerre froide qui sont de nature à traduire l'ensauvagement du XXe siècle. Et c'est sur cette base-là, et c'est sur cette base d'ensauvagement du XXIe siècle que doit se construire le XXIe siècle d'après l'auteur. Donc, Thérèse Delpech décrit ainsi la déshumanisation de l'homme et des scènes de violence qui sont caractérisées par le cannibalisme, par exemple, en Chine, lors d'un épisode de 1968 qu'elle décrit, épisode qui a souvent été passé sous silence. Dans cet épisode-là, l'auteur parle de cannibalisme à partir du moment où des individus ont été mangés par d'autres individus. Voilà ici, selon l'auteur, le signe de l'ensauvagement et de la déshumanisation de l'humanité. L'auteur prend aussi d'autres exemples comme la perpétration des crimes graves, en Afghanistan, la perpétration des crimes nazis, par exemple, durant les conflits mondiaux, ou encore le régime nord-coréen qui affame sciemment sa population. Donc, deuxième explication que l'auteur donne pour comprendre l'ensauvagement, deuxième explication, c'est que selon l'auteur considère que cette indifférence humaine à la violence est due au fait que c'est avec l'aide de l'homme que tous les dictateurs ont pu exterminer les leurs. Autrement dit, pour l'auteur, à partir du moment où les régimes dictatoriaux exterminent leur population avec l'aide de ces mêmes hommes, comment peut-on demander à ces individus-là d'avoir un comportement humain? Donc, en réalité, l'auteur veut nous faire comprendre ici qu'il y a parfois en l'homme l'ensauvagement. L'auteur parle ici, je cite, de mensonge. Pour l'auteur, le mensonge a prospéré avec la coopération active du monde libre. Autrement dit, à partir du moment où les individus ont coopéré à la restriction des libertés, à partir du moment où les individus ont coopéré à l'installation des dictatures, les individus se sont donc érigés ont donc eu ici un comportement déshumain. Ce qui veut dire ici que les individus favorisent eux-mêmes l'ensauvagement de la société en collaborant avec les régimes dictatoriaux.
Toujours selon cet auteur, 3 éléments concourent à l'ensauvagement ou bien au développement de la violence dans la société contemporaine. Le premier élément, c'est la passion égalitaire. Donc, l'égalité va prôner ici, l'égalité entre les individus va prôner ici, va inciter les individus à recourir à la force, par exemple, pour revendiquer l'égalité qui est ancrée dans la société. Donc, première explication ici de l'ensauvagement, c'est la passion égalitaire. Deuxième explication qui est donnée par l'auteur, c'est le désir d'un rééquilibrage du pouvoir, c'est-à-dire le désir manifesté, par exemple, en Iran, en Inde ou en Chine, c'est un désir qui aura des conséquences diverses. Donc, désir d'un rééquilibrage du pouvoir, autrement dit, le désir de rééquilibrage rééquilibrage du pouvoir renvoie au fait que les sociétés qui par le passé ont été considérées comme n'étant pas développées, ces sociétés-là manifestent un désir de rééquilibrage des pouvoirs et donc de donner une place de plus en plus, et donc de se donner une place de plus en plus importante vis-à-vis d'autres nations. Troisième explication qui est donnée par l'auteur, c'est le décalage croissant entre les évolutions techniques ou bien technologiques et le progrès. Enfin, entre les évolutions techniques ou technologiques et le progrès moral. Autrement dit, à partir du moment où le progrès moral ne sera pas, à partir du moment où les évolutions technologiques ne vont pas être suivies d'un développement, d'un progrès moral, de l'intégration de la dimension éthique de la société et donc la dimension éthique de l'individu. Donc, dès lors que ce progrès technologique ne va pas suivre, ne sera pas suivi par la dimension morale, en réalité, il va se dégager donc dans la société le recours à la violence, notamment par les personnes qui seront le plus affectées par ces développements technologiques, autrement dit par les personnes qui s'adapteront le moins facilement à ces développements technologiques. D'où l'utilisation, le recours à la violence ou bien d'où la déshumanisation de l'individu dans la société contemporaine. De même, l'auteur, je parle toujours de Thérèse Delpech, de même, elle voit dans le terrorisme une violence contemporaine. Elle voit dans le terrorisme ainsi que une violence extrême qui peut à nouveau courir des risques graves, qui peut à nouveau faire courir des risques graves à l'humanité, puisque le terrorisme, comme on l'a déjà vu dans les développements précédents, le terrorisme va entraîner une violence sans limite et la négation absolue de l'autre. La spécificité du terrorisme, c'est qu'on nie l'existence même de l'autre. On nie l'existence de l'autre, de l'individu, en accentuant la terreur, en mettant en place un système de terreur, et donc par conséquent, on reconnaît, on nie à l'autre les caractéristiques que nous-mêmes nous avons, c'est-à-dire les caractéristiques d'individus. D'où l'idée de terrorisme ici, qui est une des manifestations de la déshumanisation et donc de l'ensauvagement de la société. Donc, pour l'auteur toujours, l'auteur a ainsi cette phrase-là que je trouve particulièrement remarquable à la page 99. L'auteur a cette phrase-là que je vais vous citer, selon laquelle, je cite, « La protection de la vie humaine et de l'humanité des hommes, la protection de la vie humaine et de l'humanité des hommes a subi des revers spectaculaires en grande partie parce que l'histoire a été perçue par de nombreux intellectuels comme un processus sans sujet où l'individu ne valait rien et pouvait donc être remplacé. Je reprends page 99. La protection de la vie humaine et l'humanité des hommes a subi des revers spectaculaires en grande partie parce que l'histoire a été perçue par de nombreux intellectuels comme un processus sans sujet où l'individu ne valait rien et pouvait donc être remplacé. En deux termes simples, l'auteur nous fait comprendre par là que il y a une déshumanisation de plus en plus croissante de la société
de telle sorte que cette déshumanisation est de plus en plus croissante, de plus en plus spectaculaire, de telle sorte que la place qui a été donnée à l'individu a été remise en cause, si bien qu'on a même considéré que l'individu pouvait être remplacé et que l'individu ne valait rien. Donc, déshumanisation ici de la société, déshumanisation, ensauvagement de la société ou bien recours excessif à la violence dans la société contemporaine. Mieux encore, Thérèse Delpech parle de l'ensauvagement des consciences. Ce qui veut dire ici que la sauvagerie qui est décrite par l'auteur n'est plus seulement une sauvagerie physique, n'est plus seulement une sauvagerie de déshumanisation de l'individu à travers le recours aux actes de violence. La déshumanisation, l'ensauvagement dont il est ici question, peut aussi porter sur la déshumanisation des consciences ou bien l'ensauvagement des consciences. Cet ensauvagement des consciences va désigner le fait que les victimes, cet ensauvagement des consciences va être caractérisé par le fait que les victimes des périodes les plus violentes de ces dernières années vont refuser d'évoquer leurs souvenirs pour reconstruire le présent, comme s'ils s'étaient oubliés, Je reprends le propos de l'auteur. Donc, l'ensauvagement des consciences va renvoyer au fait que les personnes qui ont été victimes des atrocités les plus graves, les personnes qui ont été victimes de la déshumanisation vont elles-mêmes s'auto-censurer en refusant de parler des expériences qui ont été vécues comme un moyen de se reconstruire. Ce qui veut dire que ces personnes-là ne vont pas faire profiter de leurs expériences à d'autres personnes pour éviter que ces genres d'actes ne se reproduisent. L'auteur parlera donc ici d'ensauvagement des consciences. L'ensauvagement des consciences, c'est le fait donc que les individus eux-mêmes s'auto-censurent en refusant de parler des faits passés atroces qui auraient pu servir d'expérience pour reconstruire sereinement le futur. Voilà ce que l'auteur appelle ensauvagement des consciences. L'auteur finit son propos en affirmant que la déshumanisation dont nous sommes les héritiers, est une menace pour notre survie, parce que la mémoire des crimes est une condition de la sécurité humaine. En d'autres termes, pour l'auteur, le fait d'étouffer les affaires passées, le fait d'étouffer les atrocités passées, le fait de ne pas vouloir parler des atrocités passées est en réalité un moyen de susciter encore plus à l'avenir la commission des actes de violence. En d'autres termes, on ne peut éradiquer la violence, on ne peut penser éradiquer la violence que en abordant déjà les questions de violence passées. Donc, la violence ne peut prendre fin que lorsque on en parlera afin de comprendre comment ce processus de violence s'exprime, comment ce processus de violence-là apparaît dans la société. Il faut donc comprendre la violence pour pouvoir l'éradiquer. Voilà le propos qui est développé par l'auteur. Ce qui veut dire ici que la modernité est, selon cet auteur, une sorte de violence parce que cette modernité va accueillir de nouvelles utopies, de nouvelles illusions. La modernité est donc, selon l'auteur, une sorte de violence parce que cette modernité va accueillir de nouvelles utopies, de nouvelles illusions à partir du moment où les personnes qui ont vécu les atrocités refuseront d'en parler et donc refuseront de tirer les leçons des faits passés. La modernité, malheureusement, selon l'auteur, va être caractérisée par ces utopies-là, par ce silence, par cette incapacité à vouloir reconstruire l'avenir en s'appuyant sur le passé. Cette violence, cette vision pessimiste de la société contemporaine développée par Thérèse Delpech, cette vision pessimiste de la société contemporaine est en opposition avec celle qui est développée par Norbert Elias dans le dernier document de la Fichte. Donc Norbert Elias est un écrivain, un sociologue allemand. Il a d'abord écrit
dans le document qui nous intéresse, il a d'abord décrit une société médiévale, pardon, qui est centrée sur l'agressivité. Donc, société médiévale centrée sur l'agressivité, centrée sur la violence, centrée sur le conflit permanent des débordements, centrée sur le conflit permanent et les débordements de la cruauté. Voilà l'idée que Norbert Elias se fait du monde médiéval, c'est-à-dire une société dans laquelle on recourt excessivement à la violence, société dans laquelle la violence est institutionnalisée. C'est ce que l'auteur va appeler une dégénérescence pathologique de la violence. Dégénérescence pathologique de la violence, c'est l'institutionnalisation de la violence comme mode de vie, comme mode de fonctionnement de la société médiévale. L'auteur considère donc la société médiévale, il considère donc la violence dans la société médiévale comme étant un plaisir. Donc la violence est décrite par l'auteur dans la société médiévale comme étant un plaisir. La violence dans la société médiévale est institutionnalisée puisqu'il s'agit d'un mode de vie. Donc dans cette société médiévale, la violence est institutionnalisée et elle est même considérée comme étant légitime puisqu'elle est partout. La violence médiévale est partout, elle est institutionnalisée. La violence, en réalité, dans cette société médiévale, ne devient ici qu'un mode d'expression des émotions. La violence est donc un mode d'expression des émotions. Les émotions s'expriment sous forme de violence dans la société contemporaine, selon Norbert Elias. Pour Norbert Elias, dès lors que le monopole de la contrainte physique est assumé par le pouvoir central, dès lors que le monopole de la puissance physique est assumé par le pouvoir central, là en réalité l'auteur est en train de décrire cette fois la société contemporaine. Donc il décrit la société contemporaine en estimant que dès lors que le monopole de la contrainte physique est assumé par le pouvoir central, l'individu n'a plus le droit de se livrer au plaisir de la violence directe. Donc contrairement à la société médiévale, la société contemporaine est plutôt centralisée. À partir du moment où cette société médiévale est centralisée et que le monopole physique est assumé par ce pouvoir central, l'individu n'a donc plus le droit de se livrer au plaisir de l'attaque directe. Je poursuis le propos de l'auteur. Il considère que ce droit de recourir à la violence est désormais réservé à quelques personnes mandatés par l'autorité centrale, par exemple les policiers. C'est ce qu'on a vu en réalité dans les documents qui précèdent, dans les analyses qui précèdent, dans le sens où, souvenez-vous, Max Weber, j'ai commencé mon propos par cela, Max Weber considère par exemple que la violence, la souveraineté sur le monopole de la violence légitime qui appartient à l'État. Et c'est exactement ce propos qui apparaît dans la réflexion de Norbert Elias. À partir du moment où seul l'État peut mandater des autorités pour recourir à la violence. Autrement dit, seul l'État a la légitimité pour recourir, pour utiliser la violence. Donc, ce qui va faire la différence entre la société médiévale et la société contemporaine, c'est tout simplement cette idée-là que dans la société médiévale, la violence était institutionnalisée, c'était un mode de vie, alors que dans la société contemporaine, la violence est désormais encadrée, elle est limitée, si bien que seul l'État peut légitimer le recours à la violence. Il considère donc, Norbert Elias considère donc que les combattants, par exemple, de la boxe, il considère donc les combattants de la boxe ou bien des arts martiaux, comme les quelques rares personnes auxquelles on a accordé le droit limité et strictement codifié de donner libre cours à son agressivité. En d'autres termes, pour l'auteur, seuls dans des rares exceptions, par exemple dans des arts martiaux, seuls dans les arts martiaux ou seuls dans certains sports, seul dans ces situations-là, il n'y a que dans cette situation-là qu'on peut recourir à la violence sur autorisation de l'État. Il n'y a que dans cette situation-là que la violence est autorisée. Elle est légitime puisqu'elle est expressément prévue par l'État. En des termes simples, on dira donc que seul l'État légitime la violence dans la société
contemporaine. Voilà globalement ce qu'il fallait retenir de la réflexion sur la séance du jour que je voulais un peu moins longue. Je n'irai pas plus loin, je m'arrêterai là. J'espère que vous aurez le temps de prendre des notes au regard de tout ce que je viens de dire. Vous avez la vidéo pour une dizaine de jours. Vous pouvez donc l'écouter à volonté. J'espère qu'elle vous servira pour mieux comprendre les enjeux qui se dégagent de la violence dans la société contemporaine. Je vous remercie pour votre écoute.